Je voudrais vous dire quelques mots sur le gaz naturel et bien sûr principalement le gaz naturel en Afrique. Initialement, je pensais être un peu plus général parce que vous avez peut-être le souvenir d'un rapport qui a fait date en 2011 de l'Agence internationale de l'énergie qui se demandait, avec un point d'interrogation, si on entrait dans un âge d'or pour le gaz naturel. Et évidemment, ça mettait en valeur à la fois le potentiel du gaz naturel, des 60 ans de réserve prouvée aux 200 ans de réserve techniquement récupérable, et les bienfaits du gaz naturel, puisque c'est la seule énergie fossile qui va avoir augmenté sa part dans l'énergie. Oui, si on pouvait remettre les transparents. Simplement, il y avait un point d'interrogation. Les points d'interrogation jouent à la fois sur le fait que cette montée du gaz naturel face au charbon n'est pas tout à fait sûre. Et quand on prend l'exemple en Europe, où on voit que avec le lobby écologique en Allemagne, on a surtout augmenté les centrales, la production de charbon et la production de lignite, c'est relativement perturbé le marché du gaz naturel, c'est pas évident. La production de gaz naturel, elle aussi, a des incertitudes parce que les gisements de gaz sont souvent dans des coins très éloignés, et l'essor des ressources non conventionnelles dont on nous a parlé est relativement lente, mais il y a surtout un point qui appelle l'attention, c'est que même si on a 20-23% en moyenne de part du gaz naturel dans le monde, il y a deux zones continentales qui ont un très faible pourcentage, la Chine qui a 4% et le continent africain qui a 3% de la consommation mondiale. Donc, après cette introduction qui permettait de donner un peu de temps, je vais éclairer pourquoi la Chine, mais surtout l'Afrique, a 3% de la consommation mondiale, donc bien moins que la moyenne, et quel peut être un peu le futur. Alors, je voudrais donner un premier accent sur les découvertes gazières en Afrique de l'Est. J'en avais parlé déjà à Tunis, mais il s'est passé beaucoup de choses dans les 2 dernières années. Remettant les choses en place, même s'il y a un déplacement vers l'Est, il faut savoir que l'essentiel du point de gravité de l'Afrique, c'est l'Afrique du Nord, en rajoutant le Nigeria. Ces 4 pays représentent, en termes de réserves recouvrables, 10%, en termes de production aujourd'hui plutôt 7%. Ces différents pays donc, sont dominants, resteront longtemps dominants. Chacun a des problèmes pour le futur. Et puis un éclairage sur les ressources de shale gaz en Afrique. Alors, commençons par l'Afrique de l'Est, et ce tableau est un peu un teaser pour vous dire, c'est un peu une particularité qui ne se reproduira pas en moyenne, mais dans les 2 dernières années, 7 des plus grandes découvertes pétrolières sont des découvertes gazières en Afrique de l'Est. Ça se lit sur la dernière colonne. Non, attendez. Oui. La dernière colonne, c'est en fait en baril équivalent parce que ça tient compte à la fois de découvertes en pétrole et découvertes en gaz, les 10 premières découvertes. Vous voyez qu'il y en a 7 en rouge, ce sont celles de l'Afrique de l'Est, et il y en a 3 qui sont en noir, qui sont principalement pétrolières, 2 au Brésil et une en Iran. Mais donc, ici, c'est dans une autre unité, c'est le billion de mètres cubes, le milliard de mètres cubes. Vous voyez que 7 des plus grandes découvertes de ces 2 dernières années ont eu lieu en Afrique de l'Est. Et c'est essentiellement le Mozambique et la Tanzanie. La carte, je m'excuse, est un peu une carte de navigateur portugais d'il y a quelques siècles. C'est un tout petit peu déformé, mais vous reconnaissez les différentes zones. Et ces découvertes ont lieu
dans la partie nord du Mozambique, le bassin de la Rovuma. La Rovuma, c'est le fleuve frontalier entre la Mozambique et la Tanzanie, et donc des découvertes dans l'offshore de Mozambique, les plus importantes, et aussi plus dispersées, plus réduites en Tanzanie. Sur ce transparent, vous voyez aussi, d'une part, la place des capitales, qui sont un peu éloignées, en partie pour la Tanzanie, mais surtout pour le Mozambique, où Maputo est très loin au sud. Et ce qui est marqué en bleu, ce sont des découvertes qui sont déjà produites. Les deux découvertes onshore du Mozambique, Pandé et Témané, sont importantes, sont produites depuis 2004, sont importantes parce qu'elles sont en partie consommées sur place, mais surtout exportées par pipe en Afrique du Sud, dans une usine de gaz to liquids qui fabrique des carburants artificiels. On en reparlera. Et puis il y a deux découvertes dans l'onshore proche, l'offshore proche de la Tanzanie, qui sont elles aussi exploitées. Alors, la première question qui se pose pour ces pays, c'est la question d'exporter du gaz naturel. Exporter, vu l'emplacement, ce ne sera pas par pipe, ce serait par des installations de gaz liquéfié. L'ordre de grandeur, je ne vais pas en parler trop, mais c'est 5 TCM. TCM, c'est Trillion of Cubic Meters, c'est 1000 milliards de mètres cubes. Pour donner un ordre de grandeur, les réserves prouvées de la Russie, prouvées, sont de 50 TCM, pour donner un petit peu un ordre de grandeur. Mais 5 TCM, même si c'est des réserves recouvrables, donc c'est une part d'optimisme là-dedans, c'est tout de même pas mal, parce que ça permet, avec la taille des trains de LNG actuels, de faire de l'ordre de 15 à 20 trains en potentiel de trains modernes qui sont de 5 millions de tonnes an, on raisonne en tonnes puisqu'il s'agit de liquide pour des trains de liquéfaction, qui sont beaucoup plus gros que les trains initiaux d'Arzeu, le point de départ de l'aventure du LNG en Algérie. L'Algérie, quand elle avait une vingtaine de trains, avait à peu près 20 millions de tonnes. Donc la moyenne au départ, c'était 1 million de tonnes par an. Donc ces trains sont tout à fait considérables. Le potentiel qui est évoqué ne sera pas immédiatement mis en œuvre. Le Mozambique a beaucoup d'avance sur la Tanzanie et on parle de 4 trains, donc d'une vingtaine de millions de tonnes an, d'ici 2020 pour le Mozambique. Et les acteurs, c'est Anadarko, c'est Eni, les Italiens, qui envisagent ces trains. La Tanzanie viendra après parce que ces gisements sont plus petits, sont plus difficiles à regrouper et les projets sont moins avancés. La compétitivité est tout à fait intéressante. Pour donner juste un ordre de grandeur, sur les marchés asiatiques qui ont les prix du gaz les plus élevés, presque le triple des prix du gaz américain, pour ces marchés asiatiques, japonais par exemple, le prix que l'on estime pour du gaz venant d'Afrique du Sud serait moitié moins que le coût plutôt que du gaz australien, qui actuellement est un fournisseur important de l'Asie. Donc il y a une très forte compétitivité. Sur le papier, la compétitivité existerait aussi pour l'Europe et pour l'Inde, mais il y a d'autres handicaps. En Inde, il y a très peu de points d'entrée de regazéification et la politique, l'infrastructure est beaucoup plus balbutiante en Inde. Et en Europe, il y a déjà des fournisseurs bien établis. Mais enfin, la possibilité que dans la 19e session de la Fondation, dans 10 ans, on ait un bassin indien, comme on parle du bassin pacifique ou du bassin atlantique, une zone d'exportation est tout à fait possible. Alors évidemment, la solution de l'exportation par LNG à la faveur des opérateurs, des compagnies productrices et concessionnaires. Parce que même si les contrats sont longs à négocier, une fois qu'ils le sont, c'est des débouchés qui sont assurés, qui sont bien programmables, bien solides. Et puis la solution technique, même si elle est
capitalistique et délicate est aussi bien maîtrisée. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que pour le pays producteur, enfin qui dispose des ressources, c'est aussi une solution qui a ses mérites, parce que ça permet de monétiser la ressource gazière de façon assez rapide, avec des revenus de government take, de taxes qui sont aussi assez prévisibles, et ça permet un certain emploi. L'industrie capitalistique, mais par exemple le Mozambique évoque avec ses 4 trains de l'ordre de 6 000 emplois directs, de l'ordre de 60 000 emplois directs et indirects, ce n'est pas négligeable. Mais ces pays ont aussi un débat sur une utilisation domestique, locale du gaz. Là, juste pour éclairer la situation actuelle, vous voyez qu'il y a aujourd'hui ce fameux pipe dont je parlais, mais qui va vers l'Afrique du Sud. Vous avez un pipe qui va de la découverte tanzanienne jusqu'à la capitale. Il y a un pipe qui est en construction, c'est un petit peu périlleux, avant même que l'usine de production des ressources tanzaniennes soit faite. Le gouvernement tanzanien a décidé de faire le pipe en anticipation de la production de gaz. Et vous voyez aussi, c'est tout petit, mais des ressources hydrauliques qui sont très importantes. Donc le schéma de développement d'une utilisation gazière dans ces deux pays est assez complexe compte tenu de la diversité des solutions. Il y a aussi des ressources charbonnières au Mozambique. Aujourd'hui, la situation énergétique, c'est que ce sont des pays pauvres, c'est des pays qui ont un très faible accès à l'électricité, bien moins que le reste de l'Afrique saharienne. On a évoqué tout à l'heure l'usage du bois pour faire la cuisine, les usages domestiques, c'est majoritaire dans ce pays, et il y a une utilisation de pétrole importé pour le transport, pour des groupes électrogènes. Donc l'utilisation domestique a un véritable fondement pour les besoins de la population. Quels sont les points à clarifier? Je ne vais pas développer en détail, mais augmenter l'accès à l'électricité. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi l'hydroélectricité, il y a la possibilité de centrales au charbon. Réduire l'usage de la biomasse, mais il y a tout de suite la question de l'infrastructure en réseau de distribution pour l'utilisation du gaz. Il y a une option qui est rarement utilisée, enfin qui n'a que peu d'exemples dans le monde, mais qui là serait très concrète, c'est le gas to liquids, l'utilisation de Fischer-Tropsch, de la fabrication de produits de très bonne qualité, qui existe en Malaisie, qui existe au Qatar, qui existe en Afrique du Sud, et Sasol est déjà un partenaire traditionnel du Mozambique, donc c'est tout à fait possible. Dans le transport, il faut exclure l'utilisation du gaz liquéfié qui est très capitalistique, beaucoup d'infrastructures qui ne peut s'envisager pour l'instant qu'aux États-Unis, mais du gaz compressé, ça pourrait être une solution, mais là aussi il y a des infrastructures, et à plus long terme, les engrais, la possibilité de ciment ou d'acier, mais là il y a tout un tas d'étapes à passer précédemment. Beaucoup de défis, je passe rapidement, mais je voudrais peut-être terminer par les dernières, les autres sont claires. La politique de bas prix du gaz utilisé de façon domestique avec les subventions est évidemment un inconvénient pour motiver les investisseurs. Les compagnies nationales dans ces pays existent, mais sont relativement réduites. Et la question du financement de ces projets, même s'ils ont une plausibilité économique, est tout à fait une question qui est ouverte. On envisage de demander aux producteurs, enfin de producteurs directs, les compagnies internationales qui exporteraient, d'avoir en contrepartie une certaine implication dans l'infrastructure. C'est une possibilité, mais évidemment ça doit se gérer avec beaucoup de précautions.
Quelques transparents pour terminer sur le gaz en Afrique et les autres questions que j'évoquais. Juste pour dire que c'est en milliards de mètres cubes, le BCM. Grosso modo, il y a une croissance très importante depuis l'an 2000 de la production. Depuis la production qui arrive donc à peu près à 200 BCM. Vous voyez un certain plateau parce qu'il y a le poids de ce qui se passe en Égypte, de ce qui se passe en Libye. La consommation a augmenté de l'ordre de 6%. Elle est moitié moindre que la production, de l'ordre de 110 BCM, et elle c'est ça qui représentait un peu moins de 3% de la consommation de gaz mondial, le poids de l'Afrique actuellement. Ce que je veux juste éclairer par ce transparent, voir de façon visuelle, c'est quelle est une perspective qui est plausible. Le passage de 200 BCM à 400, donc un doublement de la production de l'Afrique d'ici dans les 20 prochaines années, jusqu'en 2035. Et si vous voyez cette représentation graphique, le poids des exportations va devenir plus important. C'est-à-dire, autrement, la consommation augmente, mais augmente moins vite, et on voit un continent qui sera fortement exportateur, ce qui, encore une fois, je le dis, n'est pas une mauvaise chose si c'est bien géré. Là, je passe assez rapidement. L'Afrique est tout en haut, ici dans les réserves, pour éclairer donc l'idée d'un 10% des réserves, de l'estimation actuelle des réserves recouvrables, donc c'est plus général que les réserves prouvées. Une production de l'Afrique qui augmente, mais enfin vous voyez que ce n'est que la 5e zone après l'Amérique du Nord, après la Russie, après l'Asie, après le Moyen-Orient. Et dernier transparent à droite pour éclairer ce que je vais dire sur le gaz non conventionnel. Le gaz non conventionnel qui représente une partie significative des réserves telles qu'elles sont estimées au niveau recouvrable, ne produit que progressivement et principalement aux États-Unis. Ensuite, Australie et Chine font que l'Asie-Pacifique suit, et les autres zones, dont l'Afrique, ne sont que pour plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots pour le gaz non conventionnel? C'est que l'Afrique n'est pas, en termes de continent, totalement privilégié comme l'Amérique du Nord ou comme certaines autres zones. C'est assez localisé sur l'Afrique du Nord et sur l'Afrique du Sud. Sur l'Afrique du Nord, en termes d'imagination des géologues, ça va assez loin, de l'ouest en Algérie jusqu'en Libye. Ce qui est actuellement exploré, c'est quelques points à l'ouest en Algérie. Au sud, en Afrique du Sud, il y a un potentiel dans le bassin de Koro, mais il y a un moratoire pour des raisons de disponibilité hydraulique. Donc, pour l'instant, il y a relativement peu de travaux. Et l'Afrique du Sud a une alternative au shale gas, qui est le gaz de charbon. Je ne reviens pas sur les conditions spécifiques de production, on en a parlé longtemps tout à l'heure, mais en termes de contraintes, ce n'est pas véritablement comme on le dit en Europe, des problèmes de pollution. Les vraies contraintes pour un développement en Afrique, c'est la disponibilité en eau, c'est l'expertise, notamment une expertise sur les opérations de services pétroliers, et c'est l'infrastructure. Donc là, l'enjeu de la compétitivité est encore une question très ouverte. Là, je passe rapidement, mais Robert m'avait demandé vraiment de sortir du cadre africain pour évoquer les découvertes importantes en Méditerranée orientale. Donc c'est juste pour montrer les très grandes découvertes faites au large de l'offshore israélien. C'est trop petit, mais c'est 400 BCM, 450 BCM, 250 BCM. C'est de l'ordre, avec la production
actuelle de gaz d'Israël, c'est de l'ordre de presque 100 ans de production actuelle. Évidemment, la production augmenterait, mais pour montrer que le potentiel est évidemment très important pour Israël. Beaucoup de problèmes géopolitiques. Bon, d'abord, vous le savez, les importations par gaz égyptien ont cessé compte tenu des sabotages et de la décision égyptienne récemment. Il y a un débat avec la Turquie. Le débat avec la Turquie est un petit peu généraliste. La Turquie fait semblant d'objecter qu'on n'a pas consulté dans ce partage de la ligne de partage des eaux la République chypriote turque, mais qui n'est reconnue que par elle. Par contre, d'une façon plus gênante, il y a un débat avec le Liban, qui est évidemment limitrophe, qui est ouvert, et il y aurait aussi le problème de la zone de Gaza. Donc c'est quelque chose dont on aura forcément à reparler, mais le potentiel géologique est là. Et je termine par deux transparents. Rappeler les avantages, les inconvénients du gaz naturel. Le gaz naturel est évidemment trouve son principal atout dans la production d'électricité. Il permet d'assurer une base contrairement aux énergies renouvelables. Il est très flexible et il est très efficace. Vous avez des rendements de 60% avec les centrales modernes un cycle combiné des centrales gazières. Il est très versatile, contrairement au pétrole qui est essentiellement avec le marché captif du transport. Le gaz peut aller dans beaucoup d'usages et remplacer les autres sources d'énergie. C'est un très grand avantage de cette source d'énergie. En relatif, il est émissif puisque c'est un gaz fossile, c'est une ressource fossile, mais fabriquer de l'électricité avec des moyens modernes, c'est 50% d'émissions de gaz à effet de serre de moins qu'avec le charbon. Donc c'est en relatif le plus propre des gaz, des ressources fossiles. Et les réserves, au moins potentielles, ont beaucoup augmenté. En sens inverse, c'est des réserves qui sont souvent très loin, qui sont souvent dans des zones éloignées des zones de consommation. Alors, bien sûr, le gaz est difficile à transporter, donc même au niveau aval, les problèmes de distribution d'un réseau de distribution, c'est très capitalistique. Et pour arriver aux zones de consommation, il faut de longues routes maritimes et des installations capitalistiques. Donc voilà pour terminer, et cela est valable pour tous les producteurs de gaz partout dans le monde, mais ce sera valable pour revenir aux défis de Mozambique et de la Tanzanie, les 3G, la géographie, avec évidemment la géologie avec évidemment l'aspect géologique, mais la productivité des puits, et puis un aspect qui est important, est-ce que c'est du gaz sec bien concentré, ou est-ce que c'est du gaz associé à du pétrole, qui est beaucoup plus compliqué, parce que la production de pétrole tend à prendre le dessus sur le gaz que souvent on était amené à torcher. La géographie qui joue beaucoup sur l'économie, coût de production au départ, prix du marché dans le marché final, et gouvernance qui est évidemment, mais on l'a beaucoup évoqué dans des présentations d'aujourd'hui, un point tout à fait central.